Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast French with Jérôme. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse à un point de langue très précis mais fondamental si vous voulez vraiment comprendre le français tel qu'il est parlé tous les jours. Vous l'avez peut-être remarqué, vous pouvez lire un texte sans difficulté, vous pouvez comprendre un podcast, mais dès que deux Français parlent entre eux, ça devient tout de suite plus compliqué. Alors je vous arrête tout de suite, c'est pas une question de niveau général ni même un problème de grammaire. C'est simplement que vous n'avez pas encore intégré ces petites expressions du quotidien qui structurent la langue orale. Alors dans cette vidéo, on va voir ou revoir 6 expressions que vous entendez constamment, souvent sans même vous en rendre compte, et qui pourtant changent complètement la compréhension d'une phrase. Et si vous voulez comprendre tout ce que j'explique dans cet épisode et réutiliser le vocabulaire, la fiche d'études complète est disponible sur Patreon. Allez, c'est parti. Numéro 1, du coup. On commence avec une locution omniprésente en France. Du coup. Si vous écoutez les Français parler, vous les entendrez très fréquemment l'utiliser. À première vue, cette locution peut sembler inutile ou confuse, mais en réalité, elle sert à exprimer une conséquence, un lien logique entre deux idées. Prenons un exemple simple. Quelqu'un vous dit « Il a plu toute la journée, du coup je suis resté chez moi ». Ici, la structure est très claire. Il y a une situation, puis une conséquence directe. La pluie explique le fait de rester chez soi. Autre exemple similaire. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine. Du coup, j'ai pas pu sortir. Dans ces deux cas, du coup est utilisé comme synonyme de donc ou alors. Attention toutefois, il y a un point important à comprendre avec du coup. Cette expression est aujourd'hui très utilisée, mais elle est aussi très critiquée. Selon l'Académie française, la locution du coup ne devrait pas être employée systématiquement comme un simple équivalent de donc ou par conséquent. Utiliser du coup dans toutes les situations, simplement pour relier des idées, est considéré comme un abus dans une vision plus académique de la langue. Bon, dans la réalité, à l'oral, la situation est différente. Les Français l'utilisent à tout va, c'est même un tic de langage pour certains. Si vous voulez parler correctement, il est recommandé d'utiliser à la place des locutions comme de ce fait ou par conséquent. Mais comme elles sonnent très soutenues, presque personne ne les utilise à l'oral. Bref, à vous de décider comment vous voulez parler. Numéro 2, en fait. Passons maintenant à la locution en fait. Elle est tout aussi fréquente, mais elle remplit une fonction différente. Elle sert à corriger, ajuster ou préciser une idée. Elle introduit souvent une nuance ou une rectification. Par exemple, je pensais qu'il allait venir, mais en fait, il est resté chez lui. Dans cet exemple, en fait, introduit une réalité différente de ce qui était attendu. On corrige une hypothèse. Dans un autre contexte, vous pourriez entendre « En fait, j'ai changé d'avis, je préfère partir demain ». Ici, l'expression marque un ajustement dans la décision. Ce qui est important, c'est que « en fait » n'est pas seulement utilisé dans des phrases formelles. À l'oral, il apparaît très souvent, parfois même plusieurs fois dans une même intervention, simplement pour structurer le discours. En fait, au début, je voulais rester, mais en fait, non, c'est mieux de partir. Ce type de répétition est naturel en français parlé, mais il peut déstabiliser si vous vous attendez à un discours plus structuré comme à l'écrit. Avant de poursuivre, j'aimerais attirer votre attention sur une confusion très fréquente chez les apprenants entre « en fait » et « au fait ». Ces deux expressions ont beau se ressembler, elles n'ont pas du tout le même sens. Comme on l'a vu, « en fait » sert à corriger, préciser ou ajuster une idée. En revanche, au fait est utilisé pour changer de sujet ou pour introduire une nouvelle question, souvent de manière assez naturelle dans une conversation. Par exemple, vous pouvez dire « En fait, je ne vais pas venir ce soir. Je suis fatigué ». Ici, vous corrigez une information précédente. Mais si vous dites « Au fait, tu as parlé à Marie ?» Là, vous changez de sujet, vous introduisez quelque chose de nouveau, souvent sans lien direct avec ce qui a été dit avant. En anglais, on traduirait plutôt « au fait » par « by the way » ou « that reminds me ». Cette différence est essentielle parce que si vous utilisez « au fait » à la place de « en fait », vous ne corrigez plus une idée, vous donnez l'impression d'ouvrir un nouveau sujet. À l'oral, la distinction est généralement très claire pour un natif, même si les deux expressions semblent proches. Voilà, maintenant que vous savez ça, on peut continuer. Numéro 3, ça marche. C'est une expression très simple,
Elle est courte, facile à prononcer, et pourtant elle joue un rôle important dans les interactions quotidiennes. Elle sert à valider une proposition, à montrer qu'on est d'accord. Prenons un exemple courant, imaginez que quelqu'un vous propose. On se retrouve devant le cinéma à 20h? Vous pourriez répondre oui, d'accord, avec plaisir, ou bien même un simple OK. Mais si vous voulez avoir l'air encore plus français, vous pouvez simplement répondre ça marche ou oui, ça marche. Dans ce cas, ça signifie simplement c'est bon pour moi. Mais l'expression peut aussi être utilisée dans des contextes plus professionnels ou plus neutres. Par exemple, je vous envoie les documents cet après-midi. Parfait, ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que cette expression est extrêmement naturelle. Si vous ne l'utilisez pas, votre français reste correct, mais il peut sembler plus distant ou plus formel. Et s'il vous plaît, n'utilisez pas toujours OK. Numéro 4, je vois. Cette expression est discrète et pourtant elle joue un rôle central dans une conversation. Elle permet de montrer que vous comprenez ce que l'autre personne dit sans prendre toute la place, sans interrompre, sans changer brusquement de direction. Il faut bien comprendre que dans ce cas, voir ne renvoie pas à une image. Vous ne voyez rien au sens concret. Vous signalez simplement que l'information a du sens pour vous, qu'elle s'intègre dans ce que vous êtes en train d'entendre. Quand vous dites «je vois», vous faites quelque chose de très précis. Vous reconnaissez ce que l'autre vient de dire, vous validez la compréhension, mais vous laissez la conversation ouverte. Imaginez quelqu'un qui vous explique. J'ai dû changer de travail parce que l'ambiance était vraiment mauvaise. Si vous répondez immédiatement avec une réaction forte, vous coupez peut-être son élan. Mais si vous dites simplement ah d'accord, je vois, vous montrez que vous suivez et vous lui laissez la possibilité de continuer. Autre situation. Donc tu pars vivre à Lyon le mois prochain? Oui, je vois, ça va te faire un grand changement. Ici, je vois joue un rôle de passerelle. Vous prenez l'information, vous l'acceptez et vous construisez la suite à partir de là. C'est fluide, naturel, sans effort apparent. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que je vois appartient à ces expressions qui maintiennent la conversation en mouvement. Vous ne produisez pas du contenu nouveau, vous régulez l'échange. Bon, comprendre, c'est une chose, mais montrer que tout va bien, que la situation n'est pas grave ou qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'en est une autre. C'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec une expression très fréquente en français parlé. Numéro 5, t'inquiète. Passons maintenant à t'inquiète. Cette expression informelle est très fréquente à l'oral et pour bien la comprendre, il faut voir d'où elle vient. À l'origine, la forme complète est ne t'inquiète pas, qui est une phrase impérative, négative, classique. Petit à petit, dans le langage parlé, cette structure a été simplifiée. On a d'abord supprimé le ne de négation, comme on le fait généralement à l'oral, ce qui a donné t'inquiète pas. Puis, dans beaucoup de situations, par souci de simplicité et de rapidité, on a enlevé le pas, ce qui donne simplement t'inquiète. Concrètement, ça signifie que vous demandez à l'autre personne de ne pas se faire de soucis, de ne pas s'inquiéter. Mais dans l'usage réel, ça va un peu plus loin. Vous ne donnez pas un ordre, évidemment, mais vous envoyez surtout un signal. La situation n'est pas grave, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison de stresser. C'est une manière rapide et naturelle de rassurer, de détendre l'échange, parfois même de montrer une forme de bienveillance ou de compréhension. Par exemple, si quelqu'un arrive vers vous, essoufflé, et vous dit « Désolé, je suis en retard », vous pouvez répondre « T'inquiète, il n'y a pas de problème ». Dans ce contexte, cela signifie « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave ». L'idée n'est pas vraiment de dire « Ne sois pas inquiet » au sens strict, mais plutôt de rassurer l'autre personne, de diminuer l'importance de la situation. Autre exemple. Je vais essayer de finir ce soir. Oh, t'inquiète, prends ton temps. Ici encore, vous réduisez la pression. Vous montrez que ce n'est pas urgent. Ce qui est intéressant, c'est que cette évolution, ne t'inquiète pas, t'inquiète, est très typique du français parlé. On simplifie, on raccourcit, on garde seulement ce qui est nécessaire pour la communication. Et oui, parfois les Français sont un peu fainéants. Et si vous allez encore plus loin dans un contexte très informel, notamment à l'écrit dans les messages, vous pouvez même voir la forme très abrégée TKT. Cette version est extrêmement réduite, mais elle garde exactement la même fonction. Rassurer, dire que ce n'est pas un problème. Et si tu comprends pas, t'inquiète, écris-moi un commentaire et je donnerai plus d'exemples. Numéro 6, quoi. Pour terminer,
Intéressons-nous à un petit mot que vous avez sûrement déjà toutes et tous entendu, souvent à l'oral. Quoi, placé à la fin d'une phrase. À ce moment-là, il ne garde plus son sens habituel. Il ne sert plus à désigner une chose, il devient un outil du langage parlé. Il permet de donner une intention, une nuance, une attitude. Ce qui rend quoi difficile à utiliser, c'est qu'il n'a pas une seule fonction précise. Il peut servir à insister, à exprimer une émotion, à conclure une idée ou simplement à impliquer l'interlocuteur. En réalité, il agit un peu comme une ponctuation orale. Prenons quelques exemples. Quelqu'un vous dit « C'est beau, c'est magnifique, c'est incroyable, quoi ». Ici, quoi renforce la réaction. On sent plus de surprise, plus d'intensité. Dans une phrase comme « Il a tout quitté pour partir à l'étranger, quoi ». Le mot « quoi » sert plutôt à résumer la situation, comme pour dire « voilà l'essentiel ». Autre exemple, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Ici, la personne ne fait pas que donner son opinion. Elle attend aussi une forme d'accord, comme si elle disait « vous voyez bien que ce n'est pas possible, non ?» Et parfois, « quoi » sert simplement à fermer la phrase, sans ajouter d'informations particulières. « J'avais pas envie, quoi ». Dans ce cas, c'est une manière naturelle de terminer sans développer davantage. Il peut s'apparenter à « c'est tout ». Pour celles et ceux qui se le demandent, les gens du Nord, dont je fais partie, ont leur propre façon d'utiliser « quoi » à la fin d'une phrase. Et la prononciation est même un peu différente. Je ne vais pas vous expliquer son fonctionnement dans cette vidéo, car ça ne concerne pas le français standard. Mais si vous voulez avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble, je vous conseille l'excellent film français « Bienvenue chez les Ch'tis ». Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que « quoi » en fin de phrase ne se traduit pas vraiment. Il dépend du ton, du contexte et de l'intention du locuteur. C'est pour ça qu'il est présent très souvent dans le français parlé, mais beaucoup plus rare dans un contexte formel, où on attend des phrases plus précises et plus structurées. Mon conseil pour vous, ce serait d'être très attentif. Regardez des films, des séries, écoutez des Français parler si vous en avez l'occasion, bien sûr, et essayez de capter leur intention lorsqu'ils utilisent le mot « quoi » en fin de phrase. Ça va peut-être demander du temps, mais quand vous aurez compris, oh là là, vous serez inarrêtable. Résumons. Dans cet épisode, vous avez travaillé 6 expressions fondamentales du français parlé. Du coup, pour relier une cause et une conséquence. En fait, pour corriger ou préciser une idée. Ça marche, pour valider. Je vois, pour montrer que vous comprenez. T'inquiète, pour rassurer. Et enfin, quoi, pour renforcer une idée. Ce ne sont pas des expressions complexes, mais elles sont partout. Elles structurent les conversations, elles donnent du rythme, elles rendent le français vivant. Tant que vous ne les reconnaissez pas immédiatement, vous avez l'impression que les Français parlent trop vite. En réalité, ils parlent normalement, mais avec des outils que vous n'avez pas encore intégrés. À partir de maintenant, quand vous écoutez du français, concentrez-vous sur ces expressions. Essayez de les repérer, de comprendre leur rôle dans la phrase, et progressivement, vous allez voir que les conversations deviennent beaucoup plus claires. Voilà, c'est tout pour ces 6 expressions très utiles en français. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça m'aide énormément. Et encore une fois, si vous voulez comprendre tout ce que j'ai expliqué dans cet épisode et réutiliser le vocabulaire, la fiche d'études complète est disponible sur Patreon. Le lien est dans la description. Allez, on se retrouve... Attendez, je vois que quelques-uns d'entre vous sont encore là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je vois. Vous en voulez encore, quoi. Ok, ça marche. Je continue du coup. Mais juste une dernière expression. Numéro 7. Histoire de. Ok, alors pour les plus curieux et motivés d'entre vous, voici une dernière locution que vous ne trouverez pas dans beaucoup de manuels. Histoire de. On l'utilise pas mal à l'oral. À première vue, on pourrait penser que ça parle d'une histoire. Et c'est vrai que j'aime raconter des histoires. Mais dans le français parlé, histoire de sert en réalité à introduire un but, souvent secondaire, léger ou implicite. C'est pas un objectif principal, c'est plutôt une justification simple. On utilise histoire de avec un verbe à l'infinitif. Écoutez cet exemple. Je vais sortir un peu, histoire de prendre l'air. Ici, la personne ne développe pas une grande explication. Elle donne juste une raison simple, suffisante. Autre exemple, je vais relire son message, histoire d'être sûr de comprendre. On comprend que ce n'est pas une action compliquée, juste une précaution. Encore un exemple, on peut regarder un film, histoire de se détendre. Histoire de introduit une intention légère. Ce qui est intéressant, c'est que cette locution donne souvent une impression de simplicité.
On ne cherche pas à justifier longtemps, on donne une raison rapide, acceptable, qui suffit à expliquer l'action. Mais elle peut aussi servir à atténuer ce qu'on dit. Je lui envoie un message, histoire de voir. Dans ce cas, on ne s'engage pas complètement. On présente l'action comme exploratoire, sans enjeu fort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que histoire de est une manière très française de formuler un objectif sans le rendre trop lourd. C'est léger, naturel et extrêmement courant à l'oral. Dernier détail qui a son importance, on peut très bien utiliser histoire de sans utiliser de verbe à l'infinitif après. Dans ce cas, le but est laissé implicite. Je vais passer, histoire de. Ici, on passe sans objectif fort, juste comme ça. Je lui envoie un message, histoire de. On teste, voit ce qui se passe, sans engagement. Attends, je regarde, histoire de. On regarde sans attente particulière, sans enjeu. On pourrait dire qu'on regarde juste pour le fait de regarder. Dans cet usage, histoire de devient presque une atténuation du but. On évite de préciser, soit parce que ce n'est pas important, soit parce qu'on ne veut pas trop s'engager, soit simplement parce que l'interlocuteur peut deviner. C'est typiquement une structure du français parlé. On laisse une partie du sens en suspens et c'est le contexte qui complète. Allez, maintenant c'est bon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve sur Patreon pour continuer à améliorer votre français ou bientôt sur le podcast pour un nouvel épisode. C'était Jérôme. Salut.